Il est 13 heures. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de ce nouveau journal. Dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, le lancement hier à Tingrela de la troisième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, le PGDEC. Cérémonie en présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et du ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt un document pour aider à la prise des décisions relatives à l'investissement et booster la croissance économique. La Côte d'Ivoire en chiffres, c'est le titre de cet ouvrage, sera validé par le ministère de l'Économie et des Finances. Enfin, le Niger suspendu des institutions de l'Union africaine. Tout d'abord, le lancement hier à Tingrela, dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, de la troisième phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Cérémonie en présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et du ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné. Le PGDEC, comme son nom l'indique, vise à améliorer l'accès des jeunes aux opportunités d'emploi et de développement des compétences. Les précisions dans ce reportage de Charles Tatou, de RTI Bouaké. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette volonté d'œuvrer pour le bien-être des jeunes qui se traduit en actes sur le terrain doit être aussi profitable aux jeunes du département de Tingrela. C'est le sens de la présence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique venu au nom de son collègue en charge de la jeunesse empêchée. Amadou Koulibaly a largement communiqué sur les différents fonds dégagés par l'État en faveur des jeunes pour la création de leurs activités génératrices de revenus. Le PGDEC est une réalité. Vous avez ici des jeunes qui ont témoigné, qui vous ont dit les fonds qu'ils ont reçus et comment ils les ont utilisés. Je veux donc inviter tous les jeunes ici à croire au PGDEC, à croire au programme jeunesse du gouvernement. Pour cette phase 3, toutes les communes, toutes les préfectures et les sous-préfectures ont bénéficié de fiches d'inscription. Allez vous inscrire. Pour sa part, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, cadre de la Bagoué, exhorte les jeunes de Tingrela à saisir ces opportunités offertes à eux. Je suis ici pour accompagner ce projet. C'est pour vous dire ma foi, ma croyance dans ce projet qui peut donner des opportunités à la jeunesse de la Bagoué. Les opportunités souvent sont là, mais si tu ne fais pas d'efforts, tu ne vas pas pouvoir en bénéficier. La rencontre a connu un engouement et le message est bien perçu, vu la mobilisation des jeunes. Toujours en Côte d'Ivoire, la troisième édition du Forum national des jeunes. Cette rencontre s'est déroulée récemment dans la commune du Plateau. Objectif, promouvoir l'employabilité des jeunes bénéficiaires des programmes SOS. C'est une initiative de l'organisation à but non lucratif SOS Village d'enfants. Pour en parler, Sephora Zegui. Innocent est arrivé à SOS Village d'enfants quand il n'avait que quelques mois de vie. Après plus de 20 ans passés aux côtés de plusieurs autres enfants, il est aujourd'hui inscrit à l'INSAC où il étudie la peinture. Le village il a fait beaucoup pour moi. On peut dire qu'il a fait une grande chose dans ma vie. Parce que c'est là-bas, j'ai fait tout. Je suis allé à l'école, voilà, j'ai eu des amis. C'est comme si j'ai passé la moitié de ma vie là-bas. C'est celle qui finance mes études jusqu'à présent. Tout comme Innocent, Diane, étudiante en journalisme, doit elle aussi son salut à SOS Village d'enfants. Ma famille avait des problèmes financiers. SOS a mené une enquête sociale et j'ai pu adhérer à SOS à 3 mois. Aujourd'hui, je suis en Master 2 de journalisme, également journaliste en freelance dans une web TV. C'est bien de l'employabilité des jeunes issus des villages SOS de Côte d'Ivoire qu'il est question à cette 3e édition du Forum national des jeunes. Une tribune de partage d'expériences et d'opportunités d'emploi. Les jeunes constituent donc une marge importante de la population et dans nos programmes, nous accordons donc depuis un certain temps une priorité aux jeunes. Donc nous avons beaucoup d'actions que nous mettons en œuvre sur le terrain et le forum, c'est le cadre donc propice pour que, ensemble avec les acteurs impliqués, nous puissions voir ce qu'on a pu faire ensemble.
Pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, SOS Village d'Enfants est un partenaire privilégié qui appuie le gouvernement dans sa politique d'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes. Il est donc nécessaire de l'accompagner sur ce forum. Leurs approches en matière de protection de l'enfant sont parmi les meilleures. L'approche familiale est vraiment, je vais dire, opérationnalisée à travers les programmes de SOS Village. Visites de stands, panels et partage d'expériences ont marqué cette 3e édition du Forum des jeunes. SOS Village d'Enfants est une organisation internationale œuvrant à la prise en charge des enfants privés de la protection parentale ou qui risquent de l'être. Elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1971. Le village est présent à Abidjan, à Aboissou et à Yamoussoukro. Autre actualité nationale, l'inauguration demain, jeudi 24 août 2023, de la dernière section de l'autoroute du Nord reliant les villes de Tiébissou et Boaké. Cérémonie en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Témoko Méliette Koné. A noter que ce prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Boaké intervient dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières. Les précisions de Boubacar Silla et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Plus de 40 ans après l'ouverture de la première section Abidjan-Sengrobo, longue de 140 km, la deuxième ville de Côte d'Ivoire est enfin atteinte par l'autoroute du Nord. Ce prolongement jusqu'à Boaké intervient dans le cadre du programme de développement des infrastructures routières du pays. La Côte d'Ivoire possède l'un des réseaux routiers bitumés les plus performants d'Afrique. L'autoroute du Nord permettra de rallier Abidjan à Boaké, distance en voiture 349 km en passant par la capitale politique Yamoussoukro. Un ouf de soulagement pour les usagers qui emprunteront désormais cette coquette route. L'autoroute, oui, c'est bon. Ça a facilité le transport. Sinon, ancienne route là, ça nous fatigue. Merci à Ado qui nous facilite la vie. À notre rêve là, on veut qu'ils n'ont qu'à ouvrir l'autre côté là. On va rouler là-dessus rapidement. Quand le camion roule si bon route là, l'état du camion aussi est bon. Contrairement à la nationale A3 plus étroite, l'autoroute offrira plus de confort de conduite. Nous avons tenté la nouvelle autoroute. Nous avons quitté Abidjan autour de 14h et déjà en 2h30, nous sommes déjà à Boaké. On bénéficie en carburant, on bénéficie en matière d'entretien du véhicule et nous sommes vraiment satisfaits. Félicitations au gouvernement, félicitations au chef d'État. En parcourant cette nouvelle voie située à l'ouest de Boaké, les échangeurs pour Djebonois, Botro, Béoumi et Sakassou font sublimer les usagers. Aujourd'hui, je suis à Tiébissou. Avec mon âge, j'ai 77 ans. Mais la route, l'autoroute m'a ressuscité. Je trouve du bonheur et du plaisir. La Côte d'Ivoire avance. Je remercie particulièrement le président de la République. L'autoroute continue ainsi son chemin vers le nord du pays. Les travaux de l'autoroute Tiébissou-Boaké, débutés en 2017, ont favorisé la création de 600 emplois directs. Cette autoroute est le prolongement de l'autoroute du Nord qui relie actuellement Abidjan et Yamoussoukro en 230 km. La section de l'autoroute Tiébissou-Boaké sera inaugurée le jeudi 24 août prochain. Cette cérémonie se déroulera au poste de péage de Djebonois, en présence du vice-président de la République, Témoko Méliette Koné. Le district autonome des Lacs dans la région centre-est du pays renforce les capacités de ses conseillers et agents. Ces derniers participent en effet à un atelier portant sur la gestion axée sur les programmatiques. Tout de suite, les explications détaillées de Mamadou Kouassi. Les conseillers et personnels du district autonome des Lacs au grand complet. Ils bénéficient tous d'un renforcement des capacités afin de booster les actions de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette formation ouverte aux directeurs régionaux de l'administration porte sur plusieurs modules, entre autres, documents budgétaires des districts autonomes, adoption et approbation, et la gestion axée sur les résultats et chaînes programmatiques. Un schéma directeur, lorsqu'il est élaboré, il permet à tous les acteurs locaux de pouvoir puiser dans ce schéma directeur des éléments pour l'élaboration des plans locaux de développement. Et donc les conseillers, en tant que conseillers du district, peuvent à la limite aider à la réalisation, au suivi des orientations du schéma directeur. Cette formation permettra
j'en suis convaincu, d'améliorer leurs performances et de consolider leur transformation culturelle essentielle à la modernisation de l'administration du district à travers la maîtrise des outils de gestion de l'administration générale et de planification. La ministre-gouverneur Ramon Goudou rappelle qu'elle veut faire du district autonome des Lacs un pôle d'excellence pour mieux servir la population. En dehors des contraintes régulières inhérentes donc à notre mission au niveau du district autonome des Lacs, il faut que le personnel du district autonome des Lacs soit formé. À partir du moment où le conseil de district est composé aussi bien de fonctionnaires que de personnel venant du privé, nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions rehausser donc leur renforcement de capacités et leur permettre dans les meilleures dispositions possibles pour donner le meilleur dans leurs fonctions de tous les jours, c'est-à-dire un district d'excellence. Cette formation est la deuxième du genre depuis l'installation de l'équipe conduite par la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi en juin 2021. Un tout autre sujet à présent, le conseil régional de la Nawa met fin au calvaire des populations du village de Gbazoa dans la région ouest du pays. En effet, un château d'eau a été construit et récemment inauguré par Alain Richard Donvaï, le président du conseil régional. Les détails, Ariel Ago et Didier Nguessan. Le village de Gbazoa, dans la sous-préfecture des Grands Atris, a son château d'eau. Très attendu, cet ouvrage vient soulager la population de toute la tribu Sakolo en améliorant les conditions de vie des ménages. Le sous-préfet de Grands Atris a invité les populations bénéficiaires à en faire bon usage. L'État est toujours au travail, notamment dans les secteurs de la route, de l'éducation, de la santé. La Côte d'Ivoire est en chantier. Toutefois, cela ne pourra prospérer que dans un climat de paix et de cohésion. Alain Richard Donvaï, président du conseil régional de la Nawa, a annoncé également la construction à venir d'autres châteaux d'eau dans la région, notamment à Miyagi et Soubré. Grande série de châteaux d'eau qui vont être mis en route au niveau de la région de la Nawa et vraiment l'adduction d'eau dans les villes qui en ont besoin. Aujourd'hui, la moyenne d'élèves dans les classes dans la région, c'est 100. Alors qu'il faut 50, ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de classes. Au niveau des routes, nous sommes à 5% de routes bitumées dans notre région. La Côte d'Ivoire est à 12-13%. Donc on est en dessous. Le conseil régional de la Nawa agit dans la sous-préfecture des Grands Atris dans les secteurs de l'adduction en eau potable, de l'éducation, de la santé, des routes et de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Élections régionales et municipales 2023 en Côte d'Ivoire. La société civile œuvre pour le déroulement d'une campagne électorale apaisée. En effet, plusieurs organisations et groupes sensibilisent actuellement à la paix et à la cohésion sociale. Serge Coléa. Pour inviter tous les acteurs et les candidats. La société civile pour l'éveil des consciences en campagne pour des élections apaisées. Avant le début des joutes, François Lougamabé, le président de cette organisation, monte au créneau et donne de la voix. Nous voulons donc demander à chaque candidat de privilégier la paix, la concorde, l'unicité des cœurs et de mettre la Côte d'Ivoire au-dessus de toute activité politique et de tout intérêt politique. Que la Côte d'Ivoire soit la campagne pour chacun, en préservant les acquis, qui sont donc la paix, qui sont donc la confiance, l'assurance et la sérénité. Le bon ton, des discours rassembleurs et une bonne dose de patriotisme, ce sont quelques-unes des recettes proposées pour favoriser un climat électoral de paix. La société civile pour l'éveil des consciences ivoiriennes salue les efforts déployés par les acteurs du processus. Dans l'actualité nationale également, la lutte contre la vie chère. La brigade de contrôle rapide du ministère en charge du commerce initie actuellement des contrôles inopinés chez les revendeurs de gaz butane dans le district d'Abidjan. Objectif, sanctionner les commerçants véreux. Le point, Davis Oyo. Alertée par les appels anonymes faisant état de la hausse du prix des bonbons de gaz sur le marché, la BCR, Brigade de contrôle rapide, investit le terrain. Première escale à Niama, direction l'un des dépôts de gaz les plus fournis de la cité de la Kola.
Il ravitaille le quartier Garage et ses environs. Ce revendeur nommé Ayouba est accusé de vendre au-delà du prix fixé. Les bouteilles B6, communément appelées Fetou, à 2500 francs, voire 3000, et les bouteilles B12 à 7000, voire 7500. Actuellement, on cherche à 2500, mais récemment, on parle de 3000. Avant-hier, c'est 3000 et ça, petit ça. Pourtant, l'État a plafonné les prix du gaz butane. La bouteille B6 à 2000 francs CFA dans les stations et 2200 chez les revendeurs. La bouteille de B12 à 5200 dans les stations et 5400 chez les revendeurs, y compris la bouteille B28 à 13 000 dans les stations et 13 200 francs CFA chez les revendeurs. Des accusations qu'il balaie avec la dernière énergie. La majorité des clients mentent à 90% parce qu'ils ne gagnent pas le gaz. Bon. Quelqu'un qui a le gaz au magasin, on te dit son gaz fait 3000. La station a toujours du gaz, la station fait 2000. Pourquoi ne pas aller là-bas? Acculé par les agents de la brigade, le revendeur pointe du doigt les fournisseurs qui, selon lui, semblent être à l'origine de l'augmentation des prix sur le marché. Le combat que le gouvernement est en train de mener aujourd'hui, c'est un combat juste, c'est noble, mais le combat n'est pas au niveau des revendeurs. Ils n'ont qu'à frapper en haut d'abord. S'ils ont réglé en haut là, en bas là, ça c'est réglé seul. Automatiquement, le commandant Alexandre Armand Kofi ouvre une enquête express. Après 3 magasins visités, y compris les dépôts à ciel ouvert, la thèse semble se confirmer. Au même moment, un camion de fournisseurs est aperçu et interpellé par la brigade. C'est mentionné 1850. Il n'y a pas de surfacturation. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce qui prouve que nous, on augmente le prix. Manque de chance pour ses fournisseurs, et un revendeur les incrimine avec preuve à l'appui. Je les ai appelés au dit qu'ils font à 2100 francs. Je lui ai dit, 2100 francs, ça ne nous arrête pas. Puisque sinon on paie à 2100 francs, nous on sera obligés d'aller revendre à 2500. À 2500, les gens se plaignent. Échange houleux entre les deux parties. Qui dit vous a remis 117 600 à raison de 2100 francs par bouteille. C'est lui qui vient de payer, ce sont ses bouteilles, non? Mais qui le sait? Mais c'est toi qui as reçu l'argent. Mais il prend l'argent tellement envoyé. Non, il a pris l'argent. Tu as pris l'argent? Il ne peut pas. Hein? Oui, mais c'est au chauffeur que vous avez remis, non? C'est à lui là où vous avez remis. Non. Malgré les nombreuses contestations des fournisseurs, la faute est avérée. Le surplus est retourné aux revendeurs. Oui, la différence a été restituée. Grâce à la brigade de trop rapide, mon 14 000 francs a été remis. Occasion pour le commandant de la brigade d'interpeller fournisseurs et revendeurs sur le respect scrupuleux du prix des produits de grande consommation plafonné par l'État de Côte d'Ivoire. La sanction, c'est le dernier recours. Mais il arrive également que, séance tenante, nous faisons d'abord droit à la personne qui estime être lésée et ensuite nous interpellons les opérateurs pour qu'ils puissent distribuer conformément à la réglementation ce produit-là qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, dans la commune d'Abobo, précisément au quartier de la Nouvelle Gare Internationale, 2 dépôts pratiquant des prix illicites sont également visités. C'est combien? Moi, je le vends en 2700. Nous, on sait que c'est 2700. Mais on ne va pas venir ici si on n'a pas cette information. C'est pas bon. Force est de constater d'une commune à une autre l'augmentation illégale du prix du gaz butane. La brigade de contrôle rapide s'engage à œuvrer au strict respect des prix plafonnés par le gouvernement ivoirien. Au bout de la journée, des amendes et convocations sont délivrées, 5 bonbons de gaz B6 saisis et un dépôt fermé. Des résultats obtenus grâce aux dénonciations des populations sur la ligne verte 1343 et l'application Contrôle citoyen. La Côte d'Ivoire en chiffres est un document statistique de portée stratégique qui aide à la prise de décision pour l'investissement dans le pays. Le ministère de l'Économie et des Finances va valider cet ouvrage. Les travaux de cette rencontre se déroulent à Grand-Bassam, dans la région sud. Les explications détaillées dans ce reportage de Léon Brou. Quelles sont la demande et la production céréalière nationale ou les investissements attendus à la matière, par exemple? À ces interrogations va répondre la Côte d'Ivoire en chiffres, un ouvrage de 6 parties décrivant chacune l'évolution ou les mutations dans les secteurs clés de l'activité économique, notamment agriculture, production animale et halieutique, industrie, bâtiments et travaux publics, routes, santé, éducation.
En d'autres termes, un document d'information et de sensibilisation des investisseurs et partenaires au développement sur la performance de l'économie nationale. Cette édition intervient dans un contexte particulier du fait que l'édition précédente, celle de 2019, n'a pu être diffusée pour cause de rebasage dont les résultats ont été rendus publics en 2020, alors même que le l'ouvrage venait d'être édité. Le cadre de travail que nous avons ensemble mis en place depuis lors a permis d'élaborer le projet de document de l'édition 2023 qui fera l'objet de validation au cours du présent atelier. Entre autres étapes préalables à la validation de la Côte d'Ivoire en chiffres, examen de celles collectées de 2015 à 2021 pour ajout éventuel d'autres données, mise en cohérence de ces données avec les indicateurs de performance économique, 5 jours de travaux d'experts du public et du privé sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances et l'appui du PAGDS, le projet d'amélioration de la gouvernance de la délivrance des services de base aux citoyens. Direction Tiasalé, dans la région sud du pays. Une enveloppe de 3 millions de francs CFA pour les agricultrices membres de la Fédération des femmes battantes. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Aide aux démunis d'Afrique. Objectif, booster la production des cultivatrices bénéficiaires. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Les femmes agricultrices de Dibikro, dans la sous-préfecture de Tiasalé, pourront booster leurs activités de production et de commercialisation de leurs produits agricoles. Elles viennent de recevoir une subvention financière de 3 millions de francs CFA, un don de l'organisation non gouvernementale Aide aux démunis africains, AIDA, qui lutte contre la pauvreté en milieu rural et l'immigration clandestine. C'est un honneur de se retrouver, de partager ce moment avec toutes ces femmes. Profitons aussi de l'occasion pour soutenir les femmes en mettant à leur disposition des fonds de subvention pour pouvoir accroître leurs produits. La directrice générale du Centre pour la promotion des investissements Côte d'Ivoire CPC, Solange Amichia, également fille de Tiasalé, a été honorée et distinguée par AIDA pour son appui aux femmes du milieu rural dans le département. On a créé 70 coopératives et aujourd'hui on est en train de sécuriser le foncier avec les propriétaires terriens pour qu'elles puissent sécuriser leur production. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec des microfinances et avec les ONG pour pouvoir accompagner en termes de financement, en termes de formation, donc avec le département de l'agriculture, de pouvoir produire en quantité, en qualité toute l'année. Les femmes de Tiasalé ont déjà bénéficié d'un don de matériel agricole, suivi d'un appui financier en 2022, soutenu par la direction départementale de l'agriculture et du développement durable. Au chapitre santé, l'inauguration de la maternité du village de Akanangbo dans la région centre-est du pays. Cet établissement médical a été construit par le conseil régional de l'IFU. Les membres du conseil régional ont également équipé cet hôpital. Le point dans ce reportage de Davis Oyo. Akanangbo, localité située dans la sous-préfecture de Kofi Amankro, région de l'IFU. Son centre de santé couvre 5 villages et une bourgade. Dirigé par l'infirmier Jean-Olive Tano depuis 2021, ce centre enregistre en moyenne 12 accouchements par mois, malgré la dégradation des locaux. Le centre de santé a été réalisé depuis 2012, mais vu aujourd'hui il n'y a pas de réhabilitation, tous les plafonds, les fenêtres sont gâtés. Vu que je suis le seul infirmier, je n'ai pas d'aide, j'ai fait les CPN, l'accouchement, en même temps les soins curatifs. On a une ambulance aussi qui n'est pas en bon état. Si on a des cas compliqués, on n'a pas un chauffeur. Je suis obligé moi-même d'évacuer les gens. Si on pouvait avoir une maternité pour venir nous aider. Un cri de cœur qui a trouvé une oreille attentive auprès du conseil régional de l'IFU. Il a construit une maternité composée de 3 cabines d'accouchement, d'une salle d'observation, d'un bureau et 3 salles d'hospitalisation avec un lot de matériel d'équipement, y compris un logement de 4 pièces plus une cuisine pour la sage-femme. Un don estimé à plus de 100 millions de francs CFA.
La remise des clés a été effectuée par le président du conseil régional de l'IFU. Une action longtemps attendue par la population. Au-delà même du village d'Akanango, il y a tout un ensemble de villages autour qui viendront accoucher dans de bonnes conditions. La première sage-femme affectée à Kanango entend prendre soin des locaux et de ses futurs patients. J'aimerais vraiment commencer le boulot dès que possible pour être à la disposition de la population d'Akanango. Cette action du conseil régional s'inscrit dans la politique du gouvernement de rapprocher les centres de santé des populations. Nous avons mis un accent particulier sur le secteur de la santé, permettre à nos parents, surtout aux femmes, de donner naissance dans des conditions bonnes pour que les enfants qui naissent ici assurent l'avenir de Akanango d'abord et l'avenir de la région de l'IFU. Depuis 2021, 450 projets ont été initiés par le conseil régional de l'IFU, dont 111 réalisés dans le domaine de la santé pour le bonheur des populations de cette région. La 13e édition de la Semaine nationale du civisme en région. Cet événement s'est déroulé dans le Haut-Sassandra, dans la partie ouest du pays, en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du civisme, Mamadou Touré. Thème retenu, jeunesse citoyenne, active et engagée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le point, Abou Sanogo. Jeunesse citoyenne, active et engagée pour le développement de la Côte d'Ivoire. Thème de la 13e édition de la Semaine nationale du civisme qui s'est tenue dans la région du Haut-Sassandra, notamment dans les localités de Daloa, Vavois, Issia, Zoukoube, Bédiala et Tapégué. Cette édition dont l'objectif est de favoriser l'appropriation des valeurs civiques et citoyennes par les populations dans tout leur ensemble et les jeunes en particulier a démarré par des séances éclatées de renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État, présidées par le corps préfectoral de la région. La 13e édition de la Semaine nationale du civisme qui a duré 11 jours s'est achevée par l'activité dénommée Nuit du civisme dans la sous-préfecture de Bédiala. À travers des sketchs, chants et danses traditionnelles, les populations, avec à leur tête leurs sous-préfets et les 10 chefs de village, ont été sensibilisés au civisme environnemental, au civisme routier, aux notions de citoyenneté et aux dispositifs d'insertion et de financement de l'agence Emploi Jeune. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a exhorté les populations à être les relais de l'éducation citoyenne dans le Haut-Sassandra. J'espère que cette semaine aura permis à nos parents, aux jeunes, de s'imprégner donc de toutes les valeurs et qu'après donc le passage donc de la caravane, vous allez nous aider à faire le suivi au niveau donc des populations. Ce sont plus de 5000 personnes qui ont été sensibilisées lors de cette 13e édition de la Semaine nationale du civisme dans le Haut-Sassandra. Un mot à présent sur les échanges il y a quelques jours entre le président du Sénat, Jeannot Ahousso-Kouadio, et les populations de Didiévi dans la région centre du pays. Au menu, l'unité et la cohésion sociale pour le développement de cette localité. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Elles sont venues des 4 coins de la commune de Didiévi pour écouter un de leurs, Jeannot Ahousso-Kouadio, le patron de la Chambre haute du Parlement. Un seul point à l'ordre du jour, les actions à mener pour que Didiévi et le reste de la région du Bélier puissent continuer d'humer le parfum du développement. Jeannot Ahousso-Kouadio insiste sur la cohésion sociale et l'unité, 2 attributs d'un développement harmonieux. Capter auprès du président Alassane Ouattara tous les grands projets pour vous apporter. C'est un sacrifice. C'est un don de soi. On ne va à la pêche que dans les eaux où il y a du poisson. Si tu vas pêcher dans une rivière, s'il n'y a pas de poisson, est-ce que tu pêches là-bas encore? Faites-nous confiance. Nous sommes vos fils. Awandoli Théophile, inspecteur général d'État, indique la voie à suivre. Le président Alassane Ouattara veut le développement de Didiévi. Il veut mettre un accent particulier sur le bien-être à travers ces généraux de développement. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avance. Nos régions ne doivent pas être en laisse. Après Didiévi,
Aoussou Jano ira dans d'autres localités du pays avec la même détermination, le développement par la paix et la cohésion sociale. Au chapitre culture, un carnaval pour Yamoussoukro dans la région centre du pays. Cet événement fait la promotion du riche patrimoine culturel de la capitale politique. Plus de 100 000 invités attendus. Les précisions de Éric Goré. Une marche blanche en l'honneur du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. Un concours culinaire du meilleur restaurant de Yamoussoukro. Des stands d'exposition et des défilés carnavalesques à l'image du carnaval de Rio de Janeiro au Brésil. C'est vrai que nous voulons le carnaval à l'image de celui de Rio, mais ça sera adapté à notre culture, à nous. Donc la culture ivoirienne va s'exprimer à travers les différentes communautés qui résident à Yamoussoukro et les autres communautés que nous ferons venir, qui vont donc mettre en lumière le patrimoine culturel et touristique de la Côte d'Ivoire tout entière. Le carnaval de Yamoussoukro prévu dans le mois de décembre 2023 attend 100 000 personnes. Les organisateurs veulent donner à Yamoussoukro toute sa place et mettre en relief les potentialités touristiques et artistiques de la ville. Mais il est important d'accompagner Yamoussoukro dans sa dimension plurielle. Il est important de donner un carnaval digne de son nom à Yamoussoukro, à l'image du carnaval des Rio. Parce que quand on a des infrastructures routières, telles que les boulevards, telles que, n'est-ce pas, toutes ces lumières, je pense que Yamoussoukro mérite d'avoir un événement digne de son rang. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, compte 340 234 habitants pour une superficie de 2075 km². C'est la 7e ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Pour terminer cette décision de l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité de l'UA annonce la suspension du Niger de toutes les activités de l'organisation continentale. On le sait, un coup d'État a eu lieu le 26 juillet dernier au Niger. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de rester en notre compagnie sur RTI 1.